Salut gourmets et gourmettes. Cette semaine, on démarre au sommet. Je vous entraîne sur le Haut-Montmartre, à la Jurasserie Fine, une toute nouvelle épicerie dédiée aux grandes spécialités du Jura. Ce petit Jurassic Park, à Tille-Lagnac, on a goûté. Beluga, ossiètre, berry, ces variétés d'esturgeons ont quitté la Caspienne pour l'aquaculture. Du Made in France au Made in China, existe-t-il un caviar de terroir? C'est notre enquête de la semaine. Je vous emmène ensuite rue Choron où sévit depuis la rentrée un nouveau professeur à l'accent transalpin, professore. Ce professore est-il vraiment émérite? On vous dit ça dans un instant. Mina, notre street foodista, met le cap sur l'Armorique. Ça s'appelle la Pointe du Groin et l'adresse est plutôt du genre Franco de Port. La Pointe du Groin est-elle un petit groin de paradis? Réponse tout à l'heure. Rue Saint-Dominique, après l'hôtel, la brasserie et la table gastronomique, le chef Jean-François Piège se met à la pâtisserie. Elvira nous dira si gâteau tout mieux fait de son mieux. Vous avez l'estomac bien accroché? C'est parti. Mon panier part à l'est. Métro Abbesse, au cœur de Montmartre, j'entame l'ascension de la rue Ravignan. En haut, je tombe sur la Jurasserie Fine, la nouvelle échoppe tout en bois de Jean-Baptiste Favre, un franc-comtois pure souche. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la Jurasserie? La Jurasserie, c'est le concentré de Jura et de Ceris, comme une épicerie, comme une brasserie, comme un endroit où on va retrouver les produits des montagnes du Jura et puis les produits de tout petits producteurs. Et que trouve-t-on comme produit dans le Jura? On va effectivement avoir des charcuteries, puis principalement des charcuteries fumées, parce que c'est notre grande spécialité, surtout dans le Haut-Doubs, où on a la saucisse de Morteau et puis tous les produits qui sont fumés dans les grandes cheminées comme il y a derrière moi, ce qu'on appelle le tué. On va faire une combustion lente du sapin et de l'épicéa pour donner cette jolie couleur dorée aux produits, au jambon et puis aux saucisses. Et qui dit Franche-Comté dit comté. Donc là, sur les comtés ici, je vais travailler avec 3 affinages différents sur la même fruitière. Donc c'est des suchots. Donc on est dans le val de Morteau, à plus de 700 mètres d'altitude. La particularité de cette fruitière, c'est qu'ils vont fabriquer les fromages et les affiner au même endroit. Il y a aussi ce morbier avec son étrange marbrure. Il est fabriqué en 2 fois. C'est pour ça qu'on a cette bande au milieu, c'est très noir. Donc le fromager fabriquait un premier fromage qui a ensuite été protégé par de la suie. Aujourd'hui, on est sur de la cendre végétale. Et ensuite, avec la traite du lendemain, des jours d'après, il y avait un deuxième fromage qui était fabriqué et qui était posé par-dessus. Et si on quitte les frometons? On va faire un petit tour du côté des charcuteries. Un jambon sec. Il vient de la ferme Simon-Pion, c'est dans le Larmont, sur le haut de Pontarlier, à plus de 1000 mètres d'altitude. Et ces cochons sont élevés en plein air, avec une nourriture exclusivement bio. Sans oublier... Le grand incontournable, ça va être bien sûr la saucisse de Morteau, faite par le dernier producteur en artisan sur la ville de Morteau. J'aimerais faire goûter à un jeune chef jurassien une petite sélection de vos produits. En commençant par un vin du Jura. Moi, je vous conseille ça. Un Savagnin, le cépage blanc traditionnel. Je vous prends aussi une tranche de comté de 20 mois, une belle saucisse de Morteau et quelques tranches de jambon. Le jambon. Je passe à la caisse. Total, 45 € et 37 centimes. Puis je vous offre un petit pot de cancoyote, que vous goûterez avec la saucisse de Morteau. Merci. Pour juger mon panier du Jura, direction la maroquinerie, la salle de concert du 20e arrondissement. Là, j'ai rendez-vous avec un jeune chef franc-comtois très attaché à ses racines, Xavier Choulet. Je déballe sous ses yeux mes réjouissances. Attention, Xavier, c'est à vous de jouer. On débouche notre Savagnin de petits producteurs. Alors? Tout de suite, il y a des goûts un peu noisetier, un peu pain d'épices, et c'est vraiment à ça qu'on le reconnaît. Je suis de retour dans ma région. Il pourra accompagner quoi? Ça marchera très bien sur des poissons, sur des fromages, des charcuteries. Eh bien justement, rayon charcuterie, voici le jambon. Il a une belle couleur, il a l'air bien moelleux, même s'il a été fumé assez longtemps. Il a une belle croûte. Aucun doute, ouais. C'est bien un jambon franc-comtois. Ouais. Le gras, il n'est pas surprésent, on va dire qu'il est présent à bonne densité. On voit qu'il a gardé sa tenue, qu'il n'a pas entièrement fondu, donc c'est vraiment la preuve d'un très bon élevage. On passe au comté. Pour moi, on est très bien concernant l'aspect, elle a vraiment une belle croûte. On voit qu'elle a bien travaillé, qu'elle a tiré un petit peu en profondeur. Donc je pense que c'est un affinage qui doit être entre 20 et 24 mois. Bravo! Affinage, 20 mois.
On sent vraiment il n'est pas sec, il n'est pas non plus élastique. Il reste bien en bouche et c'est très agréable. Et cette fameuse saucisse de Morteau, après 25 minutes de jacuzzi, verdict. Pour moi, elle est excellente. Il y a un peu ce combat avec la viande, il y a un peu de résistance, mais pas ce côté élastique. Elle ne part pas non plus en eau directement dans la bouche. Elle reste moelleuse et elle se tient bien, bien ferme. Et enfin, le cadeau de la maison, une cancoyote, une pâte de fromage à base de méthon, c'est du lait caillé. Je suis habitué avec encore un peu plus salé, mais c'est vrai qu'aussi peut-être qu'en chauffant, elle va un peu plus se développer, parce qu'on la sert beaucoup chaude. Faut vraiment la faire couler sur des pommes de terre ou sur d'autres plats. Alors Xavier, 45 € pour ce panier garni, c'est le juste prix? C'est pas les prix qu'on peut trouver dans d'autres boutiques, d'autres petites épiceries fines ou plus grosses enseignes qui vraiment font des gros coefficients. Que pensez-vous d'une échoppe qui propose ce genre de produit du terroir? Moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle, sûrement un nouveau fournisseur pour nous. Et vraiment, je suis content que ça arrive jusqu'à Paris, parce que c'est vraiment un terroir très intéressant, des produits qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir au naturel. Donc là, c'est agréable de les voir de façon artisanale arriver dans les assiettes parisiennes. On l'aurait juré, notre chef est emballé. Très très bon pour la Jurasserie fine de la rue Ravignan. Place à l'enquête de la semaine. Ah, quand l'esturgeon sauvage coulait des jours heureux dans les eaux de la Caspienne. Depuis 2008, sa pêche est interdite. Résultat, le caviar d'élevage s'est multiplié un peu partout sur la planète. Du coup, la culture des œufs noirs est devenue la nouvelle poule aux œufs d'or. Du Made in France au Made in China, existe-t-il un caviar de terroir? Me voici sur les routes de Sologne, au milieu des étangs et des forêts. Et si je m'arrête à Saint-Viâtre, ce n'est pas pour chasser le gibier, mais pour pêcher une autre perle de la gastronomie, le caviar, au cœur de la pisciculture Hennequart. On pêche dans ces bassins un esturgeon de type Berry. Ce projet un peu fou est signé Vincent Hennequart. Ici, en fait, c'est une pisciculture qui a été construite pour travailler le poisson de façon traditionnelle. C'est la polyculture extensive en étang, ce qui s'est pratiqué en Sologne depuis 8 siècles. C'est plutôt étonnant de trouver ici des esturgeons. Ça fait partie des élevages qu'on associé, disons, à cette pisciculture extensive qu'on a développé progressivement, et l'esturgeon, pour nous, a toujours représenté un défi. On a accompli progressivement les années passant. Depuis quand remonte la production de ce caviar? On a eu des esturgeons début des années 90 qui ont suivi un petit peu, qui nous accompagnaient, mais on s'en occupait pas, on n'avait pas l'idée de développer vraiment l'esturgeon. Par contre, à partir de 98, on a eu des cheptels qu'on a suivis très précisément. On a eu nos premiers poissons matures, effectivement, 7 ans après, c'est-à-dire en 2005, et on a commencé à faire du caviar en 2007. Alors, pour l'esturgeon, la Sologne, c'est quand même quelque chose qui se rapproche assez bien. Déjà au niveau des conditions thermiques, en mer Caspienne, on a des eaux qui vont de 1 à 27 degrés entre l'hiver et l'été. C'est ce qu'on trouve également chez nous. Et quelles sont leurs conditions d'élevage? Ici, donc, ils sont élevés dans des grands bassins, hein, avec des densités qui sont faibles, on peut dire, pour ce qui concerne la pisciculture, puisqu'ils sont à environ 300 grammes par mètre cube. Vous les nourrissez comment? Ils reçoivent donc un aliment complet, spécial esturgeon, mais ils ont également une partie de leur alimentation qui provient de ces grands bassins en terre où il y a tout un écosystème qui se développe et qui leur permet d'avoir un apport de nourriture naturelle. Et pour le reste? C'est les matières premières qu'on retrouve dans tous les aliments destinés aux poissons, hein, c'est-à-dire qu'il y a une part de céréales, il y a une part de protéines issues du soja, il y a une part de protéines issues de farine de poisson, il y a des huiles. Tout ça est un composé donc, qui est équilibré. Un délicieux caviar 100% sologno. Rue de l'Arsenal à Paris, le savoir-faire français va plus loin. La maison Caviari vient de lancer son caviar fermier. C'est un caviar qu'on vient de lancer courant septembre, un caviar français provenant d'un petit élevage en Dordogne. On voulait apporter quelque chose de très authentique, très traditionnel. Et voilà ce qu'on est arrivé à faire sur une toute petite production, parce que ça reste pour l'instant sur des petites quantités. Mais on voulait apporter aujourd'hui de nouvelles saveurs, un caviar authentique. Et ce caviar authentique, c'est aussi l'occasion de vendre du Made in France. Aujourd'hui, on s'est dit, on est en France, on a besoin
d'avoir quelque chose de franco-français. Même nous, en tant que société française, quand on s'exporte, quand on va vendre nos produits, on est distribué un peu partout dans le monde. On est fiers d'arriver avec notre caviar français. Si l'origine tricolore est sur la boîte, ce n'est pas toujours le cas. C'est quoi ce caviar cristal? Pourquoi caviar cristal? Donc c'est un caviar qui est de Chine. De Chine? Après, nos clients savent très bien qu'ils achètent un ossiètre bulgare ou un shrinky chinois. Et entre nous, ça ne fait pas peur, le Made in China? Au tout début, il y avait ce petit choc, genre disait caviar chinois. Mais aujourd'hui, le caviar chinois est le caviar le plus contrôlé par les services sanitaires du monde entier. Petit à petit, les chefs n'ont plus de soucis à communiquer en disant qu'est-ce que vous avez comme caviar? C'est quoi? Du caviar chinois. C'est vrai qu'il est assez remarquable avec sa texture crémeuse et ses notes d'amandes fraîches. Il est élevé où? Dans le lac de Hangzhou, le lac au Mixil, c'est un lac énorme avec des profondeurs de plus de 300 mètres à certains endroits, des courants exceptionnels, donc les élevages sont en plein milieu dans des grandes cages, donc vraiment les surgeons vivent de façon, on va dire, pseudo ou quasi sauvage. Il y aurait donc un terroir de prédilection pour les esturgeons. Boulevard de la Tour-Maubourg, chez Petrosian, on ne partage pas forcément cette vision. Depuis l'interdiction de commercialiser du caviar sauvage, la mythique maison de l'or noir achète un peu partout dans le monde. On fait le point avec son patron, Armen Petrosian. Quand l'élevage a commencé, c'est vrai qu'on sentait que ça allait être une très grosse progression. Maintenant, il y en a dans tous les pays du monde. Plus ça va aller dans le temps, plus il y en aura dans tous les pays du monde. Je crois que la vraie bataille, c'est la bataille de la qualité. Et non celle du terroir. Le terroir n'a pas grand sens dans un élevage, parce qu'un élevage, c'est une piscine, entre guillemets. Donc le terroir n'a aucun sens. Chaque pays doit faire qualitativement le produit. Et alors, la qualité, ça ne se présume pas, c'est un travail de qualité. Sur chaque boîte est inscrite dans la séquence CITES le lieu d'origine, etc. Donc l'information, elle existe, mais elle n'est pas effectivement mise en avant. Vous dites que la provenance importe peu. S'il y a un caviar premier dans la liste qui va être un Français, j'en serais ravi. Si c'est le premier, il est chinois, j'en suis ravi aussi. Si je comprends bien, vous n'avez donc pas de provenance de prédilection. Aujourd'hui, je vais partout dans le monde acheter mon caviar. Bon, bien sûr, au plus près, c'est en France. J'en ai 2 producteurs français qui sont importants, qui nous font de la bonne qualité. Mais ce n'est pas toujours le cas en France. Et après, je vais acheter mon produit en Chine, en Israël, en Bulgarie, en Italie et aux États-Unis. Le Made in France n'est donc pas une fin en soi, le bon caviar est désormais une expertise mondiale. On récapitule, moins rattaché à un terroir qu'aux variétés d'esturgeon et à son élevage, l'or noir est passé de la perle rare à la perle de culture.